Il existe, au creux de chacun et chacune d'entre nous, une voix intime, discrète, souvent étouffée par le tumulte du monde, mais toujours présente. Cette voix, c'est celle du dedans, celle qui murmure quand tout s'agite, celle qui connaît les voies de la paix, même quand tout semble chaos. La voix du dedans, c'est un espace d'écoute, un espace pour celles et ceux qui, partout sur cette terre, se lèvent chaque jour pour réparer, relier, reconstruire. Ce podcast est né d'un besoin, le besoin de rendre visibles les gestes invisibles, de faire entendre les voix qu'on oublie d'écouter, de raconter la paix autrement. Ici, nous tendons le micro à des artisans et artisanes du vivant, des médiateurs, des responsables associatifs, des leaders religieux, des citoyens engagés. Leurs histoires sont faites de silences tenaces, de regards échangés dans l'instant, de luttes patientes, de choix providentiels. Ancrées dans des contextes souvent oubliés, elles portent en elles une réalité qui nous concerne toutes et tous. Ce podcast est un espace suspendu, où l'on dépose le bruit du monde pour mieux entendre ce qui vibre en l'autre et en soi. Une parole née du dedans peut ébranler les murs du silence. Un écho vibrant peut réécrire toute une histoire. Et dans le battement uni de nos voix, le monde commence à guérir. Bienvenue dans la voix du dedans. Un souffle, une lumière, une voix. Bonjour Julio Syriac Mbeteke, bienvenue dans la voix du dedans. Bonjour Kylian, merci beaucoup pour cette invitation. Pour ce premier épisode de la voix du dedans, je suis ravi de t'accueillir Julio, puisque nous sommes avec toi à Bangui, donc capitale de la République centrafricaine. Posée sur les rives de l'Ubangui, cette ville allie effervescence urbaine et douceur d'un paysage fluvial entre marchés animés et collines verdoyantes. Mais derrière ce décor, le pays traverse depuis plusieurs dizaines d'années des cycles de conflits nourris par des rivalités politiques, ethniques et économiques sur fond de faiblesse de l'État. Les rébellions, les coups d'État et les ingérences extérieures ont fragmenté le territoire et fragilisé la cohésion nationale. Malgré les efforts de paix, l'instabilité persiste. Pourtant, la population centrafricaine continue de faire preuve d'une résilience remarquable. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, Julio, parce que tu fais partie des personnes qui inspirent cette résilience en Centrafrique. Alors je vais te présenter brièvement, mais tu te présenteras bien mieux que moi lors de cet échange. Donc tu es centrafricain, tu es né le 19 janvier 1993 à Bangui, la capitale. Tu es convaincu de la nécessité de travailler à une démocratie durable en Centrafrique. Et tu as à cœur pour cela d'accompagner des jeunes, bien souvent en souffrance et désœuvrés, et pourtant en quête d'espoir, en quête de sens, et tu déploies des programmes de prévention des conflits. Artisan de la paix, au croisement de la gestion de projets audiovisuels et de la construction de la paix. Ton engagement se traduit depuis 2022 par la fonction de directeur du Centre des Martyrs de Fatima à Bangui pour l'association Notre-Dame de Fatima, qui œuvre pour le renforcement de capacités professionnelles des jeunes des quartiers de Fatima et de Kina, respectivement à majorité chrétienne et musulmane. Et j'ai envie de poursuivre cette présentation avec une citation d'un auteur qui t'inspire, ça m'avait marqué, qui s'appelle Thomas d'Ansembourg, que vous connaissez toutes et tous, psychothérapeute belge, et qui exprime cette très belle sagesse. Il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison.
Voilà, vous êtes dans La Voix du Dedans, un podcast qui a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent dans les voies de la paix. Bienvenue de nouveau Julio, et je suis ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai envie de savoir comment tu te sens ce matin. Merci Kylian pour cette belle introduction qui m'a amené à être vraiment dans le vif du sujet. Je me sens très très bien et je suis très content d'entendre parler de tout ce que tu dis sur moi, sur le pays. Voilà. Donc je me sens très à l'aise et prêt à échanger avec toi. Super, très bien. Alors, on va commencer par ton parcours personnel par rapport au travail de paix. En fait, à quel moment, tout simplement, tu as commencé à t'engager dans le travail de paix ? Comment tu as trouvé ta voie ? Alors, tout a commencé en 2014. Je vais te faire une petite histoire. J'ai vécu pendant 5 mois comme déplacé de guerre dans la préfecture de la Lobaye. C'est ma préfecture d'origine, dans une commune appelée Batalimon, située à 167 km de Bangui. Donc je passais la plupart du temps avec les jeunes de la localité. Je faisais mon expérience où ma parole compte davantage devant les autres. Il y a aussi les incompréhensions parmi les jeunes, les malentendus, les mécontentements, les disputes. Et à chaque fois que je donne mon avis, je vois que c'est pris en compte pendant des moments. Et j'étais aussi proche des mamans qui ont des difficultés aussi à élever leurs enfants. Et en revenant à Bangui, je devenais plus en plus généreux et compatissant et plus sensible aux enfants qui souffrent. Et c'était à ce moment que je voyais que les gens comptaient un peu sur mon appui. Et tant que je peux, je fais toujours mon anniversaire avec les enfants et je suis devenu sensible avec des personnes qui sont touchées, qui traversent des moments difficiles. Et du coup, en même moment, il y a les parents qui n'ont pas le moyen pour satisfaire les besoins de leur enfant. Si j'en avais petit, je m'approchais d'eux. Et à cette époque aussi, Fatima était dans un engagement vraiment sérieux pour travailler pour la paix à travers la série de films qu'on organisait. Et dans aussi La Colombe qui était sortie, je vois, ça fait beaucoup de prouesses. Et moi aussi, je me disais, est-ce que aussi je peux donner ma propre contribution? C'est ainsi qu'en 2017, quand je revenais à Bangui, en 2017, je me suis engagé dans les activités des jeunes de la paroisse Notre-Dame de Fatima à travers les différents forums des jeunes. Je suis retourné à Bangui en 2017 et je me suis engagé dans les activités des jeunes de la paroisse Notre-Dame de Fatima où j'ai participé aux 5 forums sur les différentes thématiques qui sont les suivantes. En 2017, le premier forum était organisé sur le thème « Jeunes répondant aux défis de notre temps par la foi et par la raison » où j'ai découvert beaucoup de choses à travers les activités qui ont été menées. Et puis voilà. En 2018, on a poursuivi avec un autre thème, jeunes, modèle d'éducation pour une famille responsable, parce qu'on voyait comment les jeunes ne prenaient pas leurs responsabilités en main, faisaient beaucoup de choses et tiraient de ce forum beaucoup de responsabilités. Et c'est ça, à partir de ce moment, qu'on commençait à me demander de m'impliquer de façon plus approfondie dans la commission des jeunes, au point que nous avons organisé en 2019 un autre forum qui est plus important et qui a marqué mon entrée dans vraiment les grandes activités de Fatima. Donc le thème, c'est « Jeunes comme médiateurs du dialogue interreligieux ». Et je crois que c'est le pic de mon engagement à Fatima. Et à ce moment, je suis devenu comme le secrétaire de la commission des jeunes. Et en même temps, à ce moment que j'ai fait mon entrée au centre des martyrs de Fatima, comme un jeune bénévole engagé pour toutes les activités, beaucoup plus de façon dans le domaine de la technologie puisque je suis informaticien, mais commencer à participer aux différentes activités pour arriver à l'organisation de festivals de paix que nous avons commencé en début de 2020. Et donc, on a continué en 2021 avec un autre forum sur l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement. En 2022, Jeunes prend soin de notre maison commune. Tout ça, ce sont des forums que je me sentais vraiment impliqué, et tant que membre et même aussi l'équipe d'organisation. Et c'est comme ça que mes actions pour la communauté m'ont permis d'être choisi comme secrétaire de la commission et puis aussi conseiller au développement de projets
Et plus tard, en 2019, après l'inauguration du centre, je suis choisi comme responsable de jeunes qui font de l'audiovisuel. Et après, en 2022, j'ai été choisi comme directeur du centre de Martyrs du Fatima jusqu'à ce jour. Voilà un peu de façon brève ce que je peux dire sur mon engagement de paix dans la communauté de Fatima. Tout à l'heure, tu as parlé des forums au profit des jeunes dans lesquels tu étais engagé. Est-ce que tu as rencontré certains obstacles? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des échecs? Et comment tu t'es relevé? Quelle solution tu as trouvé à ce moment-là? Oui, j'avais rencontré beaucoup d'obstacles. D'abord, dans la relation avec les jeunes. Tu sais, si on sort d'un pays qui a traversé des moments de crise, et parmi les jeunes, il y a toujours ce qu'on appelle les incompréhensions. Quand tu viens parler à quelqu'un de la paix, et cette personne a perdu un proche parent, c'est pas facile de t'écouter. Quand tu veux œuvrer pour la paix, tu as toujours des contradictions. Les gens vont rejeter en bloc ce que tu viens de dire. Et on se confrontait aussi avec des soucis financiers. En même temps, j'étais étudiant, je venais de quitter l'université. Je n'ai pas travaillé, je suis bénévole aussi. Je devais chercher des moyens modestement pour survivre. Mais tout ça, c'est des défis. Mais quand on est engagé pour une bonne cause, comme la paix, qu'on sait que dans la durée, ça va poser, il va falloir surmonter. J'avais juste quelque chose en moi qui dit que tu es sur la bonne voie, peu importe ce que tu traversais. Donc, entre les soucis financiers, entre les incompréhensions avec les jeunes, entre les petites maladies, entre tout ce qui se passe dans le pays, l'insécurité, bon, j'ai frayé mon chemin pour dire stop, ça va toujours bien donner. Et là, je me suis relevé. Et ce qui est plus important, c'est que je sais là où je vais. Je sais que je veux être un bâtisseur de paix et à travers mon parcours, je ne veux pas reculer, je ne veux pas baisser les bras. Et ce qui fait que chaque fois quand je tombe, je me relève. Et je sais joindre les deux bouts. Je sais de me planifier, de m'organiser. C'est vrai, ça a duré sur quelques années, mais je me disais un jour ça va aller. Et j'ai cru qu'à un moment donné, ça commençait à se produire et je suis arrivé là où je suis. Est-ce que, quand tu dis tout à l'heure, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, je savais. Est-ce que, face au bruit extérieur, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, la chose c'est quoi? Je me sentais quand je commençais à devenir adolescent, j'étais trop compatissant. Je compatis beaucoup avec les gens. Je sais pas, quand quelqu'un souffre, ça me touche énormément. Et souvent, moi, je dis, mon père était ex-gendarme. Quand je venais souvent, il est à la gendarmerie, il travaillait. Il y a les prisonniers, les gens gardés à vie. Quand on me raconte les histoires, ça me fait pleurer souvent. Quand j'étais petit, je sentais ces choses. Et à force de grandir, et je commençais à savoir ces penchants-là. C'est la raison pour laquelle je suis proche des enfants. J'aime pas que les enfants souffrent. Et j'ai développé ces trucs-ci. Et arrivé en 2013, 14, 15, avec tout ce qu'on traversait au pays, tout ce qui a eu des chocs pendant le moment de crise, ça me touche énormément. Je sais que dans ma famille proche, personne n'a été touché, mais un peu élargi, il y a des cas. Mais à chaque fois que je vois cette personne, ça développait, je sais pas comment je vais dire, quelque chose comme je sais pas si c'est la compassion en moi, etc. Et du coup, je me sentais proche toujours des victimes. Quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis là et comme je me dis, peut-être mon rôle, c'est d'aider les gens. Quand les gens ont des soucis, je peux aider tant que je peux, mais si je n'en ai pas la possibilité, je m'approche, etc. Et je grandis avec ces choses-ci. Et c'est ça même qui est à l'origine de mon engagement bénévole à Fatima. Quand je fais une chose, je le fais par passion et par envie, pas pour attendre quelque chose derrière. Et c'est ce que je découvre en moi, que ça développe une sorte de participation, toute bonne cause qui peut aider, qui peut apporter un résultat plus tard. Voilà un peu ce que je dis, je sens en moi cet engagement. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Dans n'importe quoi, quelque chose qui peut apporter la paix, qui peut aider les autres, je me sens toujours motivé avec beaucoup de carburant, je peux le dire, pour faire les choses et puis voilà, apporter ma modeste contribution en fait. Donc ce carburant dans ton engagement pour la paix, si je comprends bien, tu le trouves dans tes forces intérieures, dans cette sensibilité, cette capacité à ressentir de l'empathie et à pouvoir être au plus proche des personnes les plus vulnérables, comme les enfants par exemple. Bien sûr, voilà, c'est un peu ça.
Et ça, c'est le premier argument le plus important. Le deuxième argument aussi, cette force, je l'ai aussi, je l'ai aussi obtenue des gens quelques personnes qui m'entourent, qui font mieux que moi en fait. Je vois certaines personnes qui s'engagent plus que pour la paix, qui donnent leur vie aussi, et j'aimerais aussi faire comme eux. Et donc, ça combine, ça me donne encore plus d'énergie, plus de possibilités à faire comme parce que il est important pour nous. Bon, moi, je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose pour mon pays. Depuis que j'étais jeune, je me disais ça avec encore la crise. Je dis, bon, il faut faire quelque chose pour marquer aussi notre passage parce qu'il ne faut pas qu'on vienne comme des jeunes qui vont profiter du pays, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour notre propre pays. Donc, c'est tous ces engagements-là qui me motivent, en fait, pour que je sois juste au bon endroit, au moment où on a plus besoin de moi, où on a besoin de l'engagement de la jeunesse, parce que en Centrafrique, c'est pas tout le monde, c'est juste une poignée de jeunes qui s'engagent. Cependant, il y en a beaucoup, mais il faudrait faire quelque chose pour aller de l'avant et aider le pays. C'est tout ça là qui me motive. Je veux toujours faire quelque chose pour mon pays, de façon modeste et humble aussi, parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses. Il faut commencer par ce qu'on peut avant de faire ce qu'on veut. J'ai envie de te demander, au fur et à mesure de ton chemin, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré en particulier, que ce soit en direct des personnes dans ton entourage, mais aussi au travers de lectures, de rencontres, voilà, dans des livres ou sur Internet, des personnes dont les messages et les enseignements t'ont apporté, t'ont enrichi et t'ont renforcé dans ta volonté de t'engager pour ton pays. Mais bien sûr, bien sûr. Je commence d'abord par mon entourage. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire une chose. Comme je l'ai écrit, moi, je suis né en juillet, le 19 juillet 1993. Mais Nelson Mandela, par contre, est né le 18 juillet. Je me disais, quand j'étais enfant, je voulais trop ressembler à Nelson Mandela parce qu'on a juste un jour d'écart de naissance. Donc, j'aimerais toujours faire comme lui. Et j'ai vu son parcours. C'est vrai, il a passé beaucoup de temps pour la lutte. Après, il a passé 27 ans en prison. Il est sorti. Il a vraiment instauré la paix en Afrique du Sud. Je me disais, quand j'étais un enfant, je me disais, il va falloir que je fasse comme Nelson Mandela. De loin, il a impacté sur moi, en fait. Et donc, du coup, quand j'étais petit, je regardais beaucoup ses films. Et quand je commence à grandir, je cherchais beaucoup de choses. J'ai lu même des livres sur lui, sur ses citations, sur tout ce qu'il faisait. Donc, ça a commencé à entrer en moi. Ça, c'est de loin. Et ça se renforce plus quand j'ai commencé à intégrer Fatima. Et je vais dire par là, de mes entourages, je commence par Père Moses, un curé de Fatima, qui est un grand bâtisseur pour moi de paix, qui est un grand visionnaire, que je dis pour nous à Fatima, c'est comme si c'est le Jésus qui a appelé les apôtres, c'est parce qu'il s'est composé des gens autour de lui. Donc, c'est lui qui m'avait fait appel parce qu'à un moment donné, en 2019, je voulais coûte que coûte faire pour aller en France et étudier parce que j'ai des documents, il me manquait juste l'hébergement. Il m'a dit, stop, si tu n'as pas la possibilité, viens au travail. Et là, je commençais à apprendre de ce prêtre qui est vraiment quelqu'un qui a un bon cœur, qui fait pour la paix, qui veut aider la jeunesse. Voilà. Et autour de lui, j'ai aussi découvert le docteur Cédric qui est vraiment un humaniste et qui a fait beaucoup, qui a reçu même un prix. Herbert, et pour ne citer que cela. Et voilà, à travers ces personnes, j'ai pris le goût aussi de travailler pour les autres, de m'impliquer davantage dans les activités de la paix et pour le développement de pays. Donc, ce sont des gens qui m'ont impacté de façon proche, mais un peu élargie. Je peux citer aussi la contribution de beaucoup de personnes qui m'ont ouvert la porte. Par exemple, je veux parler de Marie Abritawa qui m'a beaucoup enseigné les choses dans le développement personnel, dans la communication non violente. À travers elle, j'ai découvert beaucoup de personnes. Par exemple, Thomas Dansembourg, que j'ai beaucoup aimé, que je suis tous les jours, grâce à cette introduction que tu avais dit tout à l'heure, que j'aime cette citation, parce que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses qui m'intéressent dans mon développement personnel, dans le vivre ensemble avec les autres. J'aime beaucoup plus ce qu'il dit et j'en fais même beaucoup plus ce qu'il dit pour essayer de vivre avec. Et à travers ça, j'ai découvert aussi des gens à travers le pays d'Afrique qui font de bonnes choses pour la formation, pour la paix. À travers mon passage à l'Université de paix en Afrique, au Burundi, j'ai découvert des personnes comme les Lorient, Tezimana, qui
qui est l'initiateur de Bonne Puissance, qui présente aussi des manières pour qu'on puisse vivre dans les moments difficiles. Je découvre aussi Hubert, qui est un Allemand, qui fait aussi bien la biographie, le visage de l'humain, comment tu peux. Il y a beaucoup de gens que j'ai découverts qui m'ont inspiré. Ça, c'est le domaine de la paix. Mais un peu dans mon domaine principal, qui est la technologie, j'ai découvert beaucoup de gens aussi qui m'ont inspiré, qui m'ont donné le goût de progresser et faire des choses, quoi. Donc, beaucoup de gens dans le monde entier ont impacté sur ma progression et m'ont permis de voir clair le monde et de frayer de chemin où je peux aller pour pouvoir réaliser mes rêves, parce que moi j'ai beaucoup de choses en tête pour faire pour moi et pour mon pays, et ces personnes m'ont beaucoup inspiré pour que je puisse continuer et trouver mon bon chemin. Lorsque ces personnes t'ont proposé de participer à des initiatives, à des projets, est-ce qu'à un certain moment tu as ressenti comme des doutes où tu as été confronté à certains obstacles et finalement il y a eu quelque chose qui t'a permis de surmonter ces obstacles et qui a été plus fort que ces doutes? Oui, exactement, parce qu'au début, lorsque ces personnes m'ont proposé de le faire, mon fort intérieur, je me préoccupais beaucoup plus de ma vie. Au moment où toutes ces personnes commençaient à me parler pour susciter mon engagement, je venais de sortir fraîchement de l'université. Et écoutez, quand on sortait de l'université, la première chose en tête, c'est de trouver peut-être des stages ou des travail pour générer un peu de ressources. Mon cas, ce n'était pas ça, parce que j'avais terminé à l'époque avec une licence pour faire un master ici en informatique. C'était pas possible. J'avais en tête l'idée de sortir et poursuivre mes études. Et bien, si je voulais travailler, je n'avais pas la possibilité vraiment, parce que mon domaine, c'était un peu un domaine général, mathématiques et informatique. Il va falloir finir un cycle en master pour avoir vraiment des bouches. J'avais des doutes, et en face, ces personnes me proposaient aussi ce travail. Et du coup, je me dis, c'est le travail de bénévole. Je vais rien avoir au retour. Mais si je reste ici, comment est-ce que je vais faire pour poursuivre mes études? Face à ça, c'était un grand défi. C'était un challenge. Je me disais, c'était une situation dilemmatique. Je me disais, renoncer à cette proposition, continuer mes études. Mais si je fais ce travail qu'on me propose, qu'est-ce que je vais gagner au retour pour l'instant? Après, j'ai juste compris que si je m'engage dans ce travail, si je vais gagner dans la durée. Ça, c'était des choses qui commençaient à me donner de l'encouragement. Et ce qui est plus convaincant, c'est que les personnes qui sont venues envers moi, c'est des gens qui commençaient à me parler de leur propre vie. Et j'ai vite compris que c'était pas facile quand tu veux une chose, me parler de leur parcours, comment ils sont arrivés à ce niveau. Tu dois pas gagner tout de suite. Tu dois t'investir, tu dois apprendre dans ça, c'est de l'apprentissage dans la durée, et c'est d'implication, c'est d'investissement qu'on pourra récolter plus tard. Et du coup, ça a commencé à me donner d'intérêt. Ça a suscité des intérêts, puisque je suis dans l'impossibilité de continuer les études. Autant mieux ouvrir les brèches pour certaines formations pratiques, comme je le fais, et me lancer dans une auto-formation et continuer de façon paire avec ce qu'il me trace comme voie, et de voir ce que ça va donner plus tard. Donc, je suis focus sur un objectif tracé. En une année, voilà ce que je dois faire comme objectif. En 2 ans, en 3 ans. Et effectivement, je crois que c'était la bonne voie. Et ça a commencé à me donner. Et donc, le plus important, c'est de faire pour avoir un peu de revenus pour vivre à ce moment, parce que déjà à la fin de ma formation à l'université en 2018, je commençais à me prendre mon seul en charge. Je suis plus avec mes parents, donc je suis dans une maison de location, il va falloir payer le loyer, il faut vivre, etc. Et donc j'ai défini des objectifs. À travers ma compétence dans l'informatique, j'ai commencé à donner des cours en privé et générer un peu de ressources pour me prendre en charge et continuer ce travail. Et c'est dans ça que je me suis lancé jusqu'à ce jour. Et je vois à un moment donné, je contribue un peu aux activités du développement de paix dans ma communauté, et jusqu'aujourd'hui je commence à m'impliquer avec passion, parce que j'ai vu ça commencer à grandir en moi, et ma contribution compte un peu dans la communauté. Quand tu mettais en œuvre certains projets en faveur de la construction de la paix, est-ce qu'à un certain moment tu as senti vraiment
que tu avais un impact particulièrement fort pour les personnes que tu accompagnais. Quelque chose où, un petit peu hors du temps finalement, où tu as senti que c'était naturel, c'était léger pour toi, tu t'es senti même peut-être expansif. Oui. Dans mon parcours, je le sentais et je l'ai beaucoup senti au début de ma responsabilité en tant que le responsable de festival. Et lorsqu'on voulait choisir les responsables de festival parmi les jeunes, c'était pour moi une belle expérience, hein, tout jeune. Il y avait beaucoup de cadres, des techniciens, des personnes, des bâtisseurs de paix. On a dit qu'il fallait choisir quelqu'un qui pourrait diriger la première édition du Festival de paix. Et je crois 3/4 de personnes ont porté les choix sur moi. Je me demandais pourquoi et les gens disent oui, tu as une sorte de penchant qui pourrait aider beaucoup à avancer, tu n'es pas trop agressif, tu as quelque chose qui rassemble les jeunes. Parce que moi, je ne me rendais pas vraiment compte de ça. Je suis doux avec les jeunes, je partage, je change avec eux, mais je vois que naturellement, les gens s'approchent de moi. Naturellement, on se comprend, on est dans beaucoup d'échanges. Si je participe à un événement, je donne mon avis, ce que je dis, ça, les gens prennent compte de ça et on travaille. Et là, à un moment donné, je vois mon impact. Et ça se renforce encore lorsque j'ai été choisi comme directeur du centre. Et quand je donne certaines orientations pour les choses ensemble, les gens s'approchent de moi et on discute. C'est comme si je trace les voies, je monte et les gens habillent là et puis on continue, on travaille en communauté de main calleuse en main calleuse. Du coup, je vois que j'ai un peu d'impact sur ce qui se passe, sur mon parcours dans toutes les activités de paix et aussi la confiance qu'on place en moi en fait. Souvent, on me laisse décider certaines choses. Je vois que oui, j'ai quand même de l'impact. Sinon, on aurait dû tout me dicter. Fais ça. Mais à un moment donné, oui, tu peux. Surtout quand, avec ma fonction de directeur, il y a certaines décisions qu'on me laisse prendre. Et je vois que j'ai un peu d'impact sur ce qui se fait. Et puis, je suis sollicité pour être parmi ceux qui sont plus avancés que moi sur le plan intellectuel, dans la réflexion, dans toutes les activités qu'on fait. Même pour le pays, on demande aussi ma contribution. Je vois que ça impacte aussi. Mais ce n'est pas encore ça, ça ne suffit pas. Je sais que je suis encore en bas de l'échelle, mais au moins, avec cette ouverture, ça me donne un peu plus de confiance pour dire que oui, etc. Exactement. Ce que tu fais, on prend en compte et ça donne de la motivation. Ça me pousse encore à aller de l'avant, à m'améliorer parce que j'aime toujours dire que je suis dans une école de formation que j'apprends tous les jours et de mes erreurs naturellement et aussi de la vie. Et aussi, je sais que je suis quelqu'un qui demande à apprendre. Je suis en bas de l'échelle, je cherche à apprendre tous les jours dans mon entourage, au milieu. Donc, pour impacter un peu, il faut continuer à apprendre et réfléchir bien pour pouvoir faire des choses qui pourront aider que des choses qui vont freiner et qui ne vont pas être avantageuses pour la communauté. J'ai quelque chose à te proposer. Je te laisse fermer les yeux quelques secondes. Imagine que tu es face à un jeune à Bangui qui te demande ce qu'est la paix. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Tu peux ouvrir les yeux si tu préfères ou laisser fermer les yeux à ta convenance. Wow. Tout de suite, je dirais à ces personnes ou à ces jeunes que la paix, c'est apprendre à vivre avec tous les autres, malgré leurs différences, malgré leurs qualités et défauts, sans exception. Parce que pour moi, c'est le plus important. Ça peut être quelqu'un qui, je dis, passe-moi l'expression, qui tue une personne, ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises, de dégâts dans la vie, mais quand tu apprends à vivre avec tout le monde, malgré leurs différences, malgré leur passé, c'est être en paix. Parce que la paix, faire la paix, ce n'est pas faire la paix avec l'autre, mais c'est faire la paix avec soi. Il faudrait que toi-même, tu aies la paix, parce que tu acceptes, oui, stop, je vais vivre avec toutes ces personnes, quelles que soient leurs différences, leurs communautés. Tu es en paix, tu peux faire la paix avec l'autre. Mais faire la paix, ça veut dire, non, ok, je choisis les gens pour faire la paix avec eux. Non, je veux d'abord la paix intérieure, parce que je vais être tranquille en moi, avant d'être avec les autres. Donc, j'accepte tout le monde sans exception. C'est pour moi la grande paix. Quand tu acceptes les gens, tu ne peux pas leur faire du mal. Quand tu acceptes les gens malgré leurs différences, tu peux vivre avec eux autant que tu peux.
quoi qu'il en soit, et après, s'ils ont des possibilités, vous avez des possibilités pour échanger, tu vas leur dire, peut-être ce que tu fais n'est pas bon, mais voilà, mais toi, tu l'acceptes déjà. Là, c'est la définition de la paix depuis mon parcours que je retiens, au-delà de tout ce que les gens proposent et disent, en fait. Ça, c'est pour moi. J'aurais beaucoup aimé réaliser cette interview en Sango, donc la langue de la République centrafricaine. Est-ce que le mot paix se traduit en Sango d'une certaine manière, et quelle est la définition de ce mot? Alors, le mot paix en Sango, c'est Siriri. Voilà. Siriri, on peut dire la paix, mais aussi de façon sémantique, on peut aussi dire que c'est vivre dans la tranquillité. Si on veut traduire la tranquillité, Siriri, c'est la tranquillité. Et on le dit communément la paix. Donc voilà un peu la tranquillité. Si quelqu'un dit non, Siriri, c'est comme si on peut te donner un apaisement pour le cœur. Sois tranquille, vis tranquillement. Et donc on le traduit directement, symboliquement comme la paix. Siriri, c'est comme ça. Quand tu parles de paix intérieure, est-ce qu'il y a des pratiques spirituelles ou des activités propres à toi qui t'aident dans ton engagement au jour le jour à te lever et continuer de t'engager, soit dans la vie en communauté ou des pratiques quotidiennes, individuelles, que tu aimerais nous partager? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la première pratique spirituelle qui me permet toujours de garder la paix, de faire la paix, c'est d'abord la méditation. Le matin, quand je me réveille tôt, je pratique la méditation parce que j'essaie de rester dans un environnement calme pour m'écouter moi-même parce que je mets en pratique beaucoup plus. C'est ce que Thomas Dansbourg nous conseille beaucoup plus, l'écoute. Moi, je commence à écouter l'humain qui est dedans avant d'écouter l'humain qui est dehors. Moi-même, je m'écoute de voir qu'est-ce que je fais. Et d'abord, si je fais une méditation, je me découvre mon fort intérieur. Si je fais une rétrospection en profondeur pour savoir quelles sont mes actions, je me découvre. Alors, je fais la prière aussi parce que je demande aussi la force à Dieu pour pardonner. Parce que quand on veut faire la paix, il faut avoir un grand cœur disposé à pardonner. Parce que si tu n'as pas un cœur disposé à pardonner, tu ne peux pas faire la paix avec ton prochain. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce que je fais beaucoup plus. Je sais que je suis l'humain, la colère peut m'emporter, quelqu'un peut m'énerver dans mon entourage, dans tout ce que je fais, on peut me bloquer. C'est énervant. Mais il faut aussi t'écouter toi-même. Moi, je m'écoute, je dis, mais si la personne m'énerve, c'est moi qui souffre, personnellement. Parce que si je me mets en colère, c'est moi qui souffre. Peut-être la personne ne sait pas. Peut-être la personne pense que c'est logique, ce qu'il fait. Mais moi, ça me souffre. Donc, je peux aussi lui dire, au moment opportun, pour dire stop, ce que tu fais n'est pas bon. Mais si je n'ai pas l'occasion, il ne faut pas que je me fasse souffrir moi-même, non. Il faut que je trouve les manières. À travers la pratique de la bonne puissance, que j'ai appris à l'Université de paix en Afrique aussi, de faire aussi un peu des exercices. Là, je l'ai appris de l'Orient, Téziman, un Rwandais, qui est l'initiateur de la bonne puissance. Il a monté certaines pratiques de concentration, de pratiques, ça ressemble un peu à yoga, un peu à la danse chinoise. J'ai un document pour ça. Quand les choses me dépassent, je prends le livre, je lis, je me mets à un bon endroit suffisamment aligné. C'est ce qu'on dit, et puis je lis le livre après. Et les 4 états de conscience qu'il nous a présentés dans le document, il y a ce qu'on appelle l'individu, il y a aussi la culture. Il a montré les 4 états de conscience, donc il faut monter au 4e niveau. Quand au niveau, ça dit tu dépasses tous les autres niveaux pour essayer de voir les choses toi-même et à la place des autres pour comprendre comment ils agissent. Et quand tu comprends cela, peut-être tu vas pas t'en prendre à certaines personnes. Ils agissent comme ça, naturellement, c'est évident. Souvent, je prends ce livre, je les lis pour comprendre le monde autour de moi. Et voilà. Et souvent, je me mets en colère. Souvent, quand les gens m'énervent ou je comprends pas les choses, je lis les livres.
je prends aussi les livres de Thomas Dansmo, par exemple, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je prends aussi Notre façon d'adulte, font-ils l'exemple aux jeunes. Tous ces livres, voilà, j'essaie de lire. Et souvent aussi, je cherche les livres de Marshall Rosenberg sur la communication non violente pour renforcer ma capacité. C'est des choses que je mets en pratique quand j'essaie de pratiquer la paix, j'essaie de surmonter certaines choses quotidiennes que je traverse dans la vie. Mais la méditation a une place vraiment importante. Ça me permet beaucoup de m'écouter, de voir, même si je suis en colère contre quelqu'un et je me dis, quand je fais de la méditation, je dis, si je fais une action pour montrer à la personne ce qu'elle me fait, ça va donner quoi? Et si je ne fais rien, ça va donner quoi aussi? Et la plupart des cas, la petite voix intérieure me dit non. Si tu fais, tu peux dépenser ton énergie inutilement. Mais si tu fais pas, tu peux capitaliser ton énergie pour faire quelque chose de bon. Et chaque fois que je fais ça, souvent même les personnes proches de moi qui font ça, et à un moment donné, je crois que j'ai une attraction. Ces personnes viennent elles-mêmes pour me dire, bon, peut-être que c'était pas bien compris, ou bien j'ai fait ça, j'ai pas compris. Et 80%, c'est ça. Les gens, eux-mêmes, ils reviennent pour me dire, ah, on a fait ça, c'était pas bon. Ou bien je montre les fautes et puis dis, ah, ok, je ne sais pas, excuse-moi. Je dis, ah, d'accord. Mais si j'allais d'énergie, on n'allait pas se comprendre et je pourrais encore créer des conflits. Donc, c'est la sagesse que j'essaie d'apprendre. Je suis juste en chemin, mais j'aimerais apprendre ça pour vivre avec en tant que bâtisseur de paix et quelqu'un qui veut œuvrer pour la paix. Et il en est de même pour toi qui veux faire la paix parce que les gens te suivent, t'écoutent, voient tes actions à toi. Et quand tu fais pas attention, tu peux pas aider les gens à gérer les différends, à résoudre les conflits. Voilà un peu ce que je fais. Ton témoignage est très intéressant, notamment pour deux éléments très, très importants. Le premier, donc, c'est comment s'engager, dans quelle mesure s'engager auprès des autres, tout en respectant ses propres besoins et tout en capitalisant sur les capacités des personnes que tu accompagnes, parfois en étant plus interventionniste, parfois un petit peu plus en retrait. Et la deuxième chose qui me paraît aussi essentielle pour tout artisan de paix, quel que soit l'endroit où il se trouve sur notre planète, c'est la capacité à poser une distance entre les moments où on se place dans le groupe et des moments où on a besoin de s'isoler. Comme toi, tu le disais le matin, avec une méditation, ou un temps de lecture, un temps de prière, avant d'intervenir dans le monde, si je puis dire, dans ton environnement, dans le contexte dans lequel tu souhaites agir. Donc c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. J'aimerais beaucoup savoir si actuellement tu portes un projet que tu aimerais mettre en avant et que les auditeurs, que nous puissions soutenir et t'aider à collecter des fonds pour que tu puisses continuer d'agir sur ce projet, avoir un impact fort auprès des personnes que tu accompagnes. Merci Kylian pour cette opportunité. Vraiment, j'attendais des moments pareils pour aussi présenter ce que j'ai comme projet et ça m'a beaucoup touché pour cette possibilité. Alors, depuis mon retour de l'Université de paix en Afrique, j'ai pris beaucoup d'engagement pour un peu d'une autre manière faire la restitution de cette formation reçue. Vraiment, j'ai trouvé ma voie. En tant que jeune, je le dis haut et fort que je suis passé de désagréable à l'agréable. Justement parce qu'il y a des choses que je ne tenais pas compte. En tant que jeune, je le fais comme ça. Mais après ce passage à l'Université de paix en Afrique, j'ai découvert beaucoup de choses qu'il faut faire pour aider ce pays. En tant qu'un jeune, même si on est une poignée de personnes, on pourra faire beaucoup. Alors, pour faire court, je crois, j'ai découvert beaucoup des actions à mener et à faire pour préparer, balayer la jeunesse. Et je l'ai toujours dit, et c'est le moment imminent avec les échéances électorales qui se proposent pour le moment. Déjà, d'ici juillet-août, il y aura ce niveau. Et en décembre, il y aura les élections législatives et présidentielles. Tout ça, il y a un engagement profond des jeunes. Mais il faut préparer cette jeunesse déjà avec tout ce qui se passe au pays. Si tu as un peu d'écoute d'oreille sur ce pays, tu vas voir les dérives aussi de la jeunesse, etc. Donc, j'aimerais déjà organiser des sessions, de rencontres entre nous les jeunes,
Ça me permet non seulement de partager les expériences, mais mobiliser les gens où on peut avoir des échanges avec les jeunes de façon directe pour les préparer, accepter tout ce qui vont venir, ça c'est d'un. Et aussi à utiliser notre manière pour continuer à pratiquer, déjà à œuvrer pour la paix. Parce que je suis persuadé que pendant les élections, il y aura beaucoup de différends, il y aura beaucoup de conflits. Il faut prévenir ces conflits-là. Mais en amont, il faudrait d'abord créer des rencontres avec les jeunes. On peut déjà commencer à lancer un message. Aujourd'hui, je vais peut-être utiliser la technique qui se passe actuellement au pays. Si tu apprends les nouvelles, c'est que les gens se lèvent pour soit demander la candidature de leur candidat, les gens se lèvent pour protester, mais nous, bâtisseurs de paix, on doit se lever pour dire stop, entre ce que vous faites, nous aussi, on doit marcher pour la paix, en étant de la société civile, pas marcher, mais faire des actions de façon concrète pour dire il faut la démocratie, mais il faudrait préserver la paix parce que en dépit de tout ce que vous faites, s'il y aura des tensions, la population va souffrir. Donc, il faut commencer à préparer la jeunesse, non seulement pour s'abstenir, pour ne pas s'impliquer dans la violence, mais comme ça, les élections vont se passer dans les moments apaisés, dans les bonnes conditions. C'est tout ce que nous, on veut, en fait. Donc, j'aimerais faire des actions comme ça. Ça va être des conférences rencontres, ça c'est bien, mais c'est des actions aussi qu'on va médiatiser, qu'on va parler aussi que la jeunesse aussi s'implique dans la paix. Et moi, j'aimerais aussi profiter de ça, de faire les restitutions des différents modules que j'ai appris lors de ces dernières sessions de l'université de l'Afrique en 2023. Il y a des bons modules, il y a de bonnes choses à partager pour la jeunesse. Je crois qu'on n'était que 16 dans cette session, mais il faudrait qu'on porte ce message pour la jeunesse en Afrique. D'autres ont fait dans leur pays, ceux qui ont les moyens, mais moi, je n'ai pas encore eu les moyens pour mettre en pratique cette restitution et puis aussi cette prévention de conflits et aussi faire aussi la campagne pour la communication non violente. C'est des choses qui nous manquent ici. Quand tu es avec les gens dans la communauté, il va falloir voir comment ils se communiquent. Ce n'est pas bien. Il faut voir ça pour préparer le terrain aussi à la médiation. Parce qu'il y a beaucoup aussi de conflits à l'interne qu'il faut faire en sorte, il faut faire le désescalade en fait. Et sinon, ça va encore être comme ce que Thomas Dansbourg a l'habitude de dire dans la cocotte minute et puis à une occasion passe, ça peut s'exploser et ce n'est pas bien. Donc il faut aussi faire des actions pareilles. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Ça, c'est le plus important projet. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est le plus urgent et le plus immédiat. Si j'en ai la possibilité, voilà ce que je vais faire avant le mois d'août, avant les élections des maires et puis l'élection municipale en août qui est prévue au mois d'août et les élections législatives en décembre ainsi que présidentielles. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Bah, bravo déjà. Pour ces belles initiatives de sensibilisation, de passage à l'action et de dialogue citoyen avant ces échéances très importantes en Centrafrique. Merci beaucoup. Alors vous trouverez, chers auditeurs, le lien de la collecte de fonds qui sera organisée pour ces projets voilà, en description de la vidéo ci-dessous pour pouvoir soutenir Julio dans ses activités. Est-ce qu'il y a une phrase ou un mot que tu souhaites particulièrement mettre en lumière et nous partager avant de clore cet échange, Julio? Je crois que ma phrase principale, tu l'as déjà dit au début, tu m'as déjà anticipé. C'est ce que j'aime toujours dire de se mettre ensemble à travers ce que Thomas Dansbourg a dit. Si on est ensemble, on devient plus intelligent à œuvrer pour la paix. Mais comme tu l'as déjà dit, ce que je vais dire aussi, c'est que pour moi personnellement, je ne désespère jamais pour œuvrer pour la paix dans mon pays. Quelles que soient les circonstances, je sais que ça donnera beaucoup de choses pour la communauté et pour le pays entier. Donc, c'est un engagement dans la durée et là, j'en fais une priorité pour mon pays. Donc, je suis un bâtisseur engagé de la paix dans mon pays. Et merci à tous ceux qui s'engagent pour la paix et tous ceux qui s'engagent pour la bonne cause. Et je pense que tout ce qu'on donne comme contribution, tant matérielle, financière que physique, vont aboutir à certaines choses. Un grand merci à toi, Julio, pour ce partage, ce témoignage, cette voix intérieure, cette lumière que tu as partagée aujourd'hui avec nous. Un grand merci. Et évidemment, on reste en union de prière pour la construction de la paix en Centrafrique et au plaisir de rester
en contact pour en apprendre plus sur tes projets. Merci beaucoup Julio et à bientôt. Merci beaucoup Kylian, merci pour la participation à la Voix du Dedans. Donc à bientôt.